Quand j'étais enfant, 10-12 ans, j'étais vraiment passionné par le temps, parce que j'habitais un petit village dans la Beauce qui est Berchard-les-Pierres, où on avait une vue vraiment sur le temps qu'il fait. Je faisais des relevés quotidiens, la température, le temps qu'il fait, tous les jours. Au fur et à mesure de faire ça, je suis passionné à la météo. Bon, le matériel est prêt. Regardez si c'est toujours prévu pour ce soir. Déjà cette nuit, pas terrible. Au niveau des prévisions, ils se sont un peu loupés. Alors, tout à l'heure c'était annoncé vers 22h. 22h, il n'y a plus rien. Ah, il a décalé à entre 2h et 4h du matin. C'est tout petit. C'est plus vers Marmande. Donc il va falloir qu'on descende et chercher un petit point de vue. Parce que là on est un peu trop dans les terres, encore un peu trop au nord. Donc il va falloir qu'on aille chercher un peu plus au sud. Et croiser les doigts que la toute petite cellule qui a annoncé soit bien là et à la bonne heure. Je suis un chasseur d'orage et je fais ça depuis maintenant 14 ans, 12-14 ans, de partir sur le terrain à la chasse aux orages. C'est une entreprise individuelle que j'ai créée qui propose des services de chasseurs d'orage auprès de Météorage, qui est une filiale de Météo France. Météorage qui est opérateur sur la détection des impacts de foudre pour la France. Voilà. C'est pas mal. Voilà l'idée de base. Ce sera bien là. C'est pas mal comme point de vue. Bon, on va trouver mieux dans le coin, j'attendais à avoir du réseau. Mais normalement, dans tout le coin, c'est comme ça. Tu vois de cette façon-là. Donc, comme ça, quand l'orage il va arriver de là-bas, là, on voit d'ailleurs les altoculs là-bas. Et les prémices. Alors, il faut savoir qu'une des difficultés de notre métier, la détection de la foudre, c'est de calibrer l'information et de la valider. Il n'y a aucune référence, il n'y a pas de coup de foudre étalon, il n'y a pas de coup de foudre de laboratoire, et donc il a fallu développer des métriques, des outils, des méthodes pour pouvoir valider notre réseau. Il en existe plusieurs, et celle qui est en fait la plus intéressante consiste à pouvoir faire des mesures un peu partout, non pas seulement en un point où il y a une tour instrumentée, mais d'avoir un équipement mobile qui permette de mesurer le phénomène par d'autres moyens que notre propre réseau, un peu partout, en France en l'occurrence, là où il se produit. Et donc pour ça, il fallait à la fois des connaissances sur les outils, savoir filmer, savoir faire de la photographie, savoir utiliser l'appareil de mesure électrostatique, mais aussi savoir à quel endroit il fallait aller, donc des notions de prévision météorologique. Alors moi j'ai commencé en 2000, non même un petit peu avant. Ma première photo était en 98, en argentique, c'était l'argentique de mon père. Et au début je faisais de la photo du ciel. Je faisais des relevés météo, donc pour illustrer les relevés météo, il avait prêté son appareil photo argentique. Et je faisais des photos depuis mon Velux. Donc ça va, j'avais une belle vue, j'avais sur toute la Beauce et la cathédrale au loin. Donc c'était assez simple, mais voilà, vraiment c'était une maîtrise surtout de la photo argentique.
Et en été 97 ou 98, j'ai plus la date exacte, il y avait un orage qui arrivait en Beauce, et puis il m'a dit si tu veux, on peut, avec une pause longue, on peut faire des photos d'orage. Donc il m'a expliqué un peu les techniques photo d'orage. On a été dans le jardin et on a fait les premières photos d'orage. Et c'est là où, quand j'ai vu 2 mois après le résultat, un peu sur les photos, une fois que c'était tiré, je dis ça c'est bien, ça c'est bien. Quand on réussit ses premières photos, on veut développer la technique. La chasse aux orages aussi, c'est sublimer voilà, le phénomène orageux, parce que souvent tout le monde a peur, ou on voit des images d'arbres par terre, de toits envolés. Donc le phénomène orageux en lui-même peut être sublimé par de magnifiques paysages. Donc pour la région centre, notre Beauce, ça va être les moulins, les silos et les éoliennes, parce qu'en plus il y a un phénomène électrique qui est lié avec la foudre. Donc le but du jeu, c'est de faire une photo d'une éolienne foudroyée. Donc c'est cette combinaison artistique, méthodologique et de prévisionniste qui nous ont fait retenir ce chasseur d'orage en particulier. Et on est très content de la collaboration avec lui parce que ça nous a permis de calibrer le réseau de façon très homogène sur toute la France. Bon, on va voir si ça vaut le coup ces petits points de vue. Ah bah, c'est pas mal du tout. On a vu sur le sud-ouest, même ouest. Le soleil se couche là, donc ouest, sud-ouest. On voit les petits cumulus de tout à l'heure sur le mont de Marsan là. Donc ça, ces petits signes pré-orageux, c'est pas mal. Je mise pour ce soir. Donc normalement, ça devrait arriver ici. Comme on dit chez les chasseurs d'orage, quand on a le point de vue, on n'a jamais les orages. On arrive, il est midi, et puis l'orage est à 23h. Donc on voit tout ce qui va se passer l'après-midi, tranquillement. Les petits nuages au départ, le ciel chaotique pré-orageux en fin de journée, le pic de chaleur à 30 degrés à 20h, et puis on commence à voir l'orage arriver à l'horizon à la tombée de la nuit. On peut se dire, bon, on a bien fait d'attendre ici, à cet endroit-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 1987, en fait, le seul indicateur qui permet de qualifier l'orage, c'est ce qu'on appelle le niveau chironique, le nombre de jours où on entend gronder le tonnerre. Voilà. C'est-à-dire que tous les organismes météo dans le monde disposaient d'un réseau bénévole d'observateurs humains qui consignaient sur leur cahier le nombre de jours où ils entendaient gronder le tonnerre. L'origine de la création de Météorage, c'est le directeur d'une entreprise qui était dans la protection contre la foudre, qui, lors d'une visite aux États-Unis, a découvert une technologie développée par une université qui permettait de développer, de localiser la foudre. Voilà. Mais il n'y avait absolument aucune application, ou des applications qui étaient purement universitaires, en fait. Voilà. Et donc, cette personne a eu l'idée d'implanter un réseau en France pour pouvoir localiser les impacts de foudre et fournir cette information. Quand un éclair, une décharge se produit, en fait, il va y avoir un rayonnement, une impulsion électromagnétique qui va se propager au niveau du sol. Et le capteur, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va intercepter cette onde électromagnétique. Et du fait de ces antennes, vous voyez, ce sont deux boucles en fait, qui sont croisées. Et ces boucles, quand on installe le capteur, on l'installe au niveau du nord géographique. Ce qui fait que grâce à ces boucles, on va être capable de détecter en fait, la direction de propagation du signal. Donc ça, c'est la première mesure que va faire le capteur. Et après, on a des antennes ici, champ électrique, ce que vous voyez qui est plat, ça c'est une antenne magnétique, ça c'est une antenne
électrique, ça va nous permettre de mesurer en fait la polarité du signal, d'accord, positif, négatif, ça nous donne des renseignements sur la nature électrique de la décharge. Voilà. Et en plus de mesurer la direction de propagation, ces antennes-là vont mesurer très précisément, grâce à une synchronisation GPS, le temps d'arrivée du signal. Voilà. Et tout ça va être transmis au calculateur qui, lui, va appliquer un algorithme spécifique en fait, pour arriver, à partir de ces directions et de ces temps d'arrivée, à localiser le lieu exact de la décharge de l'éclair. Alors en France, il y en a un peu plus que 20, il y a 22 capteurs exactement. Donc ils sont répartis effectivement sur l'ensemble du territoire français. Mais le réseau Météorage, ce n'est pas seulement ces 20 capteurs, c'est le réseau historique. En 86, quand le réseau a été créé, on est parti en France, on a commencé à déployer en France. Mais avec le temps, en fait, on a commencé à acquérir des données de capteurs qui sont compatibles et installés chez des partenaires européens, en Espagne, en Italie, en Allemagne, voilà, etc. Et donc, en fait, par ce jeu d'échange de données, on arrive à augmenter en fait, virtuellement la taille et la couverture du réseau. Voilà. Sous-entendu qu'en fait, plus le réseau a une couverture large, plus on voit arriver les orages avant qu'ils touchent la France. Donc ça permet une meilleure anticipation et un meilleur suivi du phénomène. La particularité de cette donnée d'observation, c'est que c'est la seule donnée météorologique qui est localisée en temps réel. C'est-à-dire que contrairement à une image radar ou une image satellite, qui sont des images séquencées, donc toutes les 5 minutes, toutes les 15 minutes, eh bien, la foudre, elle est localisée en temps réel, en pur temps réel, puisque à partir du moment où vous avez un arc électrique, donc un impact de foudre qui se produit n'importe où sur le territoire français et même maintenant en Europe de l'Ouest, eh bien, une dizaine de secondes après, eh bien, vous le voyez apparaître sur vos écrans d'observation. Sur 100 éclairs qui tombent par terre, on en détecte combien? Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'avec le réseau tel qu'il est, on en détecte 98 sur 100. Deuxième caractéristique, c'est la précision de localisation. Aujourd'hui, on dit que notre réseau détecte avec une précision médiane d'une centaine de mètres. Il y a 80-90% des éclairs qui restent en fait dans le ciel et qui restent à l'intérieur des nuages ou entre des nuages. Et on les détecte aussi. Il faut être capable de dire est-ce que c'est l'un ou est-ce que c'est l'autre. La puissance d'un impact, d'un éclair, on la mesure, ce sont des kiloampères, c'est entre 2 kiloampères pour les tout petits impacts, pour autant quand ça vous tombe dessus, ça fait très mal, et plus de 400 kiloampères. Donc tout ça, ça se mesure. Une fois qu'on dit qu'on prétend faire ça, il faut forcément ensuite être capable de le démontrer. Et pour le démontrer, il faut la vérité terrain. Et c'est là où intervient Xavier Delorme. C'est impressionnant. Le fait d'utiliser ces réseaux d'observation comme le réseau Météorage en France eh bien, a permis de développer des applications qui n'existaient pas, à savoir se prémunir à courte échéance d'un risque orageux. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, nos 2000 clients en France, la plupart sont des sites industriels. Ces sites industriels, en fait, on les avertit d'un risque imminent, donc ils peuvent mettre en place des procédures très rapides. Voilà. Donc c'est terriblement opérationnel pour eux parce que à partir du moment où ils sont alertés, eh bien, ils peuvent mettre en place des mesures rapides pour protéger leurs installations. Ça peut par exemple être se découpler du réseau d'alimentation électrique, démarrer des groupes électrogènes.
Mais ça peut être aussi la sécurité des personnes, hein, et notamment, par exemple, l'arrêt de transbordement de matières dangereuses, de dépotage, de refueling des avions, par exemple, ou tout simplement de demander aux équipes d'arrêter d'intervenir en hauteur, à proximité ou en extérieur en règle générale. Ah, mon téléphone vibre. Très bien. Début d'alerte foudre. Le 9 janvier 2018. À 16h33. Démarrer les groupes électrogènes. Veuillez valider avec la touche étoile, puis raccrocher. On sait qu'on manipule des notions extrêmement sensibles pour des utilisateurs à tout point de vue, sécurité des personnes et impact économique. Une cellule convective, orageuse et donc électrique, ça reste encore malgré tout aujourd'hui quelque chose dont le champ de déplacement reste encore capricieux. Et c'est quelque chose qui effectivement bouge en permanence, d'où l'importance d'avoir un suivi. Une alerte ne suffit pas. Il faut être en alerte et en même temps être capable en toute rigueur, de visualiser ce qui arrive de manière à bien voir si le front orageux est bien en train de venir perturber votre activité. Quand on constate qu'on n'a plus, que le front s'est éloigné, on a une fin d'alerte. Et pour la plupart de nos utilisateurs, la fin d'alerte est aussi importante que l'alerte. De manière à un moment donné, à savoir à quel moment on peut redémarrer son activité, qui est dans un cas, c'est critique au niveau, y compris économique, hein, ou la sécurité des personnes, Donc ici on est à la gare d'Adhémar, un super point de vue sur la vallée du Rhône et une superbe vue aussi sur la centrale nucléaire de Tricastin qui est vraiment un point intéressant au niveau photo. Parce que, pour la photo c'est bien d'avoir du paysage mais aussi des points d'accroche, une église, une cathédrale, une montagne. La centrale nucléaire est vraiment, en plus de nuit elle est éclairée, ça fait un phénomène un peu futuriste qui fait un peu peur. Et puis avec l'orage, on a le côté électrique artificiel et naturel. Donc ça fait un peu un côté poétique à la chose, quoi. Donc, j'ai pu la photographier pour la première fois le 12 septembre 2016, où je suis posté ici. C'était assez compliqué parce que c'était des orages méditerranéens, donc très pluvieux. On était à la limite de la pluie. La pluie était sur les Cévennes et la Lozère. Et nous, on était encore au sec et il y avait les foudres qui tombaient sur la vallée du Rhône. Et on avait la centrale en premier plan et l'orage qui tombait juste derrière. On est capable de mesurer un phénomène physique bien connu, qui est le jump électrique. Et ce jump électrique, en fait, il mesure la sévérité d'une cellule. Et cette sévérité électrique de la cellule est le précurseur, à environ un quart d'heure, des autres phénomènes dangereux d'une cellule orageuse. Les autres phénomènes dangereux étant typiquement les rafales, les vents de rafale devant la cellule et la grêle. Et donc, il se trouve que la foudre est un précurseur de ces autres événements phénomènes associés à une cellule convective. C'est la première fois que je vais en voir un monter sur le terrain. Voilà un beau capteur Vessala de chez Météorage. Il est fermé. Il est fermé, c'est dommage. La procédure de chasse, donc c'était la prévision tout d'abord, hein, il y a une grande partie de prévision. Donc une semaine avant, on arrivait à voir la journée qui allait être orageuse. 3 jours avant, on arrivait à voir la localisation. Et ensuite, la veille, on commençait à regarder tel point de vue peut être intéressant à telle heure. Parce que des fois il faut prévoir aussi un plan B, donc pas être très loin des grands axes routiers s'il faut vite bouger. Parce que souvent les prévisions, c'est pas 100%. Hein. Donc une fois qu'on est après le lendemain sur le terrain, il fallait être 3 heures avant que la prévision, l'orage arrive, il fallait être 3 heures avant. Parce que des fois on peut avoir des surprises, ça peut se former un peu avant.
Il y avait aussi le matériel de mesure de météorage qui était très long à installer. Il fallait vraiment anticiper. Il y avait plusieurs choses à installer, le champ électrique, la caméra et mes appareils photo. Sur certains points de vue, des fois j'avais le groupe électrogène, il n'était pas très droit. Et il y avait une sécurité qui était dessus et ça le coupait. Donc quand tu étais à 2 h du matin en pleine nuit pendant l'orage, tu t'en rendais pas compte, ça coupait tout le système. Et tu te retournais et puis l'ordinateur était éteint. Il fallait tout recommencer. Donc ça, c'était des petites aventures comme ça, c'est assez rigolote. Des fois, l'orage arrivait trop vite. Des fois, j'avais quelques soucis. C'est le temps d'installer. Je faisais 3-4 mesures et l'orage était déjà sur moi parce que le matériel, il faut le démonter. Donc il fallait que j'anticipe avant que ça me tombe dessus. C'est vrai que la caméra rapide, on a mis 2 mois à savoir la faire fonctionner. Le champ électrique des fois déconnait, on avait des problèmes GPS, ça synchronisait très mal. Après on avait des soucis, c'était les orages. Une fois que le matériel fonctionnait, on n'avait plus d'orage. Donc on attendait les orages. Et une fois que ça avait fonctionné, donc j'avais eu le matériel en avril de 2013. Et on a eu enfin les premières vidéos et vraiment tout comme il faut vers le 16 juin. Donc il s'en est passé du temps. Et là, c'était la première fois que j'ai vu dans l'écran de l'ordinateur les premiers ralentis. Je me suis dit, waouh, j'ai réussi à faire ça. Là, c'était vraiment. Et c'est à partir de là, j'ai dit, ouais, c'est vraiment, je fais un truc, quelque chose qui me plaît. Là, c'était un beau défi. Je courais à la voiture pour bien vérifier que tout se passait bien. Et j'ai fait, ah, ça y est, des trucs. Et puis je regarde sur l'ordinateur et je fais, attends, je clique une pour voir. Puis tu vois, je fais, voilà, ça y est, c'est bon, ça marche. Et là, c'était vraiment. Elle est parfaite, elle est bien réglée, ça fonctionne comme il faut. On maîtrisait tous les paramètres. On était à l'abri, au sec, l'orage glissait sans nous foncer dessus, et tout fonctionnait. Une fois qu'on en avait commencé une, après, il y en avait des centaines qui se sont alignés juste derrière, quoi. Ça allait sans arrêt. Donc, même Météorage, après, ils arrivaient avec les disques durs pleins, et mais on a trop de données, faut qu'on se calme là, parce que nous, il faut qu'on analyse derrière, et il y a du boulot.
Ça a aussi des retombées au niveau recherche, c'est-à-dire que du fait de la qualité des enregistrements réalisés par Xavier, la caméra rapide que Météorage a achetée qui filme à 7000 images secondes, ça permet quand même de décomposer extrêmement précisément en fait, le phénomène de la décharge. Donc on a accès à des observations qu'à l'œil nu on ne pourrait pas avoir et en fait on arrive à savoir et à étudier des petits phénomènes sur des choses qui sont encore inconnues au niveau, au niveau des éclairs. Alors voilà maintenant une vidéo qui montre un éclair dans toute sa complexité. Alors on vient de voir une phase qu'on appelle le traceur qui part du nuage et qui arrive au sol avec beaucoup de branches. Et quand cette phase arrive au sol, il y a ce qu'on appelle l'arc en retour. Alors la vidéo continue. Alors cette vidéo a été réalisée avec une caméra qu'on appelle rapide, beaucoup d'images par seconde. Et ici, on est en train de visualiser une vidéo qui va durer même pas une demi-seconde. Donc c'est très, très ralenti. Alors on voit de temps en temps quelques éléments, des branches lumineuses, comme ici, qui n'atteignent pas forcément le sol, qui se perdent. Et ici, on a une nouvelle phase qui atteint le sol et à la suite encore un arc en retour très lumineux qui ramène de la charge pour neutraliser de la charge dans le nuage, qui ramène de la charge du sol vers le nuage. On vient de voir encore un autre arc. Alors il faut savoir qu'un éclair nuage-sol peut comporter plus d'un arc en retour, mais quelques arcs en retour, voire plus de 10. Et un phénomène encore nouveau, c'est-à-dire qu'après l'arc en retour, l'arc reste lumineux. Il y a du courant qui circule. On appelle ça une composante continue pendant très très peu de temps, quelques centièmes de seconde. On a même une réillumination, on a une intensification de la luminosité du canal. Ça veut dire qu'il y a eu un petit peu plus de courant, une pointe de courant, et puis une extinction progressive, lente à l'échelle de l'éclair, mais rapide pour l'œil humain. Le problème, c'est qu'il est au lieu de glisser comme ça, il est en train de glisser comme ça. Donc il sera un peu loin. Il est un peu trop loin. Donc on va peut-être attendre de voir d'ici 10-15 minutes, voir ce qu'il va faire. Pour l'instant. C'est un détecteur d'éclairs. Il y a une petite cellule photosensible devant, on dirige vers l'orage. Et dès qu'il y a un petit éclair, il va déclencher l'appareil photo. Donc normalement, si l'appareil est assez rapide, on aura la photo qui sera capturée. On aura peut-être une belle foudre, mais bon, c'est pas gagné là, parce que la lumière est assez forte. Puis ça m'a pas l'air d'être nerveux pour l'instant. Le vent s'est calmé. C'est joli. Il y a un beau débit de flotte là-dessous. Hein. Ouais, j'aime pas, ça fait des inters là-dedans. Vu qu'on est posté à 1500 mètres, ça peut se connecter. Hein. Bon, ce serait pas de bol. Hein.
avoir une petite foudre. Il y a eu 2 foudres. Dans la partie claire, juste à droite, à gauche de la pluie. Il y a 365 jours d'orage par an sur la planète et quelque chose comme 300, un peu moins de 300 jours d'orage en Europe. Voilà. Donc là, aujourd'hui, par exemple, on peut voir une journée typique de foudroiement sur le monde, avec, pour cette saison, hein, on est en janvier, donc avec une activité très marginale en Europe, très faible activité, mais néanmoins avec des intensités visiblement assez marquées. On le voit notamment par la présence de positifs, d'impacts positifs, dont l'intensité électrique est généralement le double de l'intensité des impacts négatifs. On a à peu près sur cette carte les 100 000 derniers impacts sur une heure, hein, donc généralement qui peuvent aller entre 100 000 et 300 000 sur la dernière heure, sachant qu'on a en règle générale entre 6 et 8 millions d'impacts de foudre chaque jour sur la planète. Voilà. Et puis avec des zones qui sont bien évidemment bien plus marquées, l'Indonésie, l'Afrique, hein, et puis bien évidemment l'Amérique centrale qui connaît un foudroiement systématique en fait toute l'année. On ne connaît pas encore tout, ni des processus en jeu dans un éclair, ni des processus qui mènent à l'amorce même de la génération des éclairs et même, je dirais, de la création de l'électricité dans le nuage. On a des bonnes théories, on a des choses qui marchent plutôt pas mal, mais c'est vrai que ça serait quand même un peu prétentieux de dire qu'on connaît vraiment tout de ce qui se passe lors d'un nuage et lors d'une décharge électrique. On a vu les cumulus tout à l'heure se développer à gauche, et c'est ce qu'il fait. En fin de compte, il est en train de manger tout ce qu'il y a autour. Et il va s'arrêter, à mon avis, à peu près ici, parce qu'on voit qu'à gauche, il n'y a plus rien. Il est assez faiblard. Hein. Puis il est 5h30, je crois. Ouais, 5h30. Et les nouveaux modèles de prévision pour ce soir vont sortir. Tout à l'heure, ça va nous tomber dessus. Ça va être fun. Là, c'est lui, là, sur le réseau météorage, on le voit bien. C'est notre orage qui est ici. Donc plus le point est noir, bah, c'est les 5 dernières minutes, là, les points noirs. Et là, il y a 1 heure, il était ici, vers Langogne. Il s'est déplacé du nord au sud. Donc il s'est déplacé comme ça. Et là, on voit qu'il perd en activité. Hein. Il n'y a plus grand-chose. Là, il est carrément sur le... Il est pas loin de Mende. Il arrive sur Mende. Donc ce soir on va faire Charente parce qu'il annonce des trucs en Charente. Ça va être localisé donc ça va être compliqué pour se placer. Mais bon, la Charente c'est assez magique, hein. Souvent ça prend sur Angoulême souvent. C'est le timing. C'est genre 10h du matin, 13h, c'est là où la lumière c'est la plus moche. Et puis là pour capter des foudres ou quoi que ce soit, on n'arrive à rien. Quoi. Sur le sud-ouest, c'est la nuit. Donc pour du nocturne, c'est plus facile. 5h40. C'est le même temps. Pour traîner, hein.
Allez, après cette arrivée au pic du Midi, on va aller voir un petit peu dehors ce qui se passe. Voilà. Donc là, on arrive sur les terrasses. En face, on a une première coupole visible et derrière, on voit quelques petits mâts et des capteurs. Là, c'est la plateforme atmosphérique de l'observatoire Midi-Pyrénées, c'est-à-dire qu'on y fait des mesures météorologiques, donc des mesures de vent, de température, de pression, de rayonnement, de certains composés chimiques qui constituent l'air atmosphérique. La plateforme de l'antenne, qui est finalement la position la plus haute de l'observatoire, c'est la meilleure position pour faire des observations optiques. Et la caméra, qui sert à observer les phénomènes lumineux, se trouve sur une rambarde qui est sur la terrasse au pied de cette antenne. Cette caméra, elle a la particularité d'être très sensible. On observe dans le visible donc les phénomènes lumineux qui se produisent au-dessus des orages. Dans ces phénomènes lumineux, on les appelle des phénomènes lumineux transitoires. Alors, dans ces phénomènes, on y trouve les sprites, on y trouve les jets, on y trouve les elves. Et donc tous sont associés aux orages, à l'activité orageuse, à l'activité d'éclairs. En cette fin de journée, on n'a pas d'activité orageuse visible. Il faut quand même consulter les cartes météo, les cartes de surveillance, pour voir si à 500 km, on n'a pas de l'activité orageuse qu'on ne pourrait pas voir à l'œil nu. Et si on voit qu'il y a de l'activité orageuse, eh bien on peut orienter la caméra vers cette activité avec une bonne inclinaison pour faire les observations au-dessus des nuages d'orage et on peut éventuellement voir des phénomènes lumineux. Sur cet ordinateur, c'est ce qu'on appelle le logiciel UFO Capture, comme capture d'objets volants non identifiés. C'est la traduction de UFO. Quand il y a une variation de luminosité dans le champ de la caméra, bien une vidéo est enregistrée, mais très très courte, pendant 2 secondes, puisque ce sont des phénomènes qui ne durent pas plus d'1 seconde. Ces phénomènes-là se produisent parce que à cette altitude-là, où la pression est très très faible, on peut avoir des particules chargées accélérées juste après l'éclair, et ces particules chargées peuvent entraîner une avalanche de décharge et une propagation de la décharge. Donc c'est des conditions électrostatiques qui sont favorables d'abord à l'accélération de particules chargées et à des interactions entre particules chargées et particules de l'atmosphère. Les phénomènes lumineux transitoires ont été découverts il y a presque 30 ans, c'était à la fin des années 80, et assez rapidement, les observations, les campagnes d'observation se sont développées, et très très vite, on a pu faire des observations de nouveaux phénomènes. Certains jets qui étaient particulièrement développés, qu'on a appelés les jets géants, on peut toujours, dans certains détails, trouver de nouveaux phénomènes. Toujours des sprites, par exemple, mais avec des particularités. Où ils sont très intenses, où ils sont avec une manifestation assez longue, qu'on va baptiser, en fait, on va donner des noms. C'est comme ça qu'on trouve des dancing sprites, des sprites qui sont sur une durée assez importante et qui se déplacent. Sur une même vidéo, on peut avoir autant d'éléments lumineux. Et alors si on le passe image par image, on voit que le déplacement de ces émissions lumineuses se fait sur 180 km au-dessus d'un orage. Et l'orage se trouvait au-dessus de la Méditerranée. À ce moment-là, il était à peu près au-dessus des Baléares. Et c'est un orage qui a fait beaucoup de dégâts, qui était très très violent,
qui a fait des dégâts sur les Baléares, qui a eu une durée de vie de 15 heures, 18 heures. Hein. C'était un orage qui a duré, qui a traversé, qui a démarré en fin de matinée au-dessus de la Catalogne, qui a traversé la Méditerranée jusqu'à la Sardaigne. Donc on va voir. Confirmation du point de vue. On va chez l'habitant, mais bon. Ça se termine dans un chemin. Dans l'ouest, quoi. Comme ça. On va descendre. Ah, tu vas me faire un flard avec le... Je vais prendre mon lit et puis je vais m'allonger. Regardez la Voie lactée. Une autre position très favorable pour observer ces phénomènes lumineux, c'est évidemment le satellite. Depuis l'espace, rien ne gêne. En France, une mission spatiale se prépare, c'est la mission de Taranis, avec ce qu'on appelle un microsatellite qui sera destiné à l'observation de ces phénomènes. Donc là, vous vous trouvez actuellement au LPC de Jeux, c'est le laboratoire de physique-chimie de l'espace et de l'environnement. Et c'est ce laboratoire qui a la responsabilité scientifique du projet Taranis. Le projet qui est dédié à l'étude des phénomènes lumineux qui se produisent au-dessus des orages. Les phénomènes eux-mêmes ont été découverts dans les années 90, au début des années 90. À partir des années 2000, on a réalisé qu'on pouvait développer des expériences qui permettraient de les mesurer, ces phénomènes, de les observer à partir de l'espace. Donc les premiers projets de mission spatiale ont commencé au milieu des années 2000. Et en pratique, en France, on a eu le financement pour Taranis à partir de 2010. Et maintenant, on sait que le lancement se produira au mieux vers la fin des années 2019. Nous sommes dans la salle d'intégration satellite du CNES où le satellite Taranis et sa charge utile va être intégré. Donc c'est assez complexe. On voit que sur un volume assez limité, hein, c'est en gros comme une grosse machine à laver, on va avoir 8 instruments différents qui chacun donc, va contribuer à la compréhension des phénomènes qui se passent au-dessus des orages. Donc on l'a vu, c'est les phénomènes lumineux et les flashs gamma et toutes les perturbations électromagnétiques qui seront susceptibles d'être perçues par ces instruments quand ils vont passer au-dessus des orages. Et on le sait, des orages, il y en a énormément. Donc le satellite balayant, faisant le tour de la Terre en à peu près 110 minutes, eh bien, on aura des dizaines et des dizaines d'occasions par jour de survoler ces fameux phénomènes que l'on cherche. Voilà, donc tout ça, c'est un processus assez long, parce que ces instruments sont fragiles, il faut les prendre avec précaution, avec tous les problèmes de harnais. Les harnais, c'est les câbles électriques qui relient tous les instruments entre eux. C'est toujours une difficulté d'intégration, c'est de s'assurer que les harnais sont bien mis en place et que les branchements sont corrects. Là, derrière cette plateforme, il y a une tente qui est gonflée. C'est une tente qui assure une propreté maximale. Et c'est là-dedans que les instruments optiques de la mission, on a vu, il y a des photomètres et des caméras. Ces instruments doivent être le plus propres possible. Et quand on va les mettre sous tension, on va les mettre à l'intérieur de cette tente où il y a un flux laminaire d'air qui garantit une propreté la plus grande possible pour pouvoir faire fonctionner ces instruments. Chaque fois, ce sont des prototypes différents. Les instruments sont pour la plupart complètement innovants. Donc on part d'une page blanche et il faut le réaliser. Pour la première fois, on va enfin avoir pas simplement des mesures optiques, pas simplement uniquement des mesures gamma, pas simplement des mesures ondes, pas simplement des mesures particules. On va avoir tout ça simultanément pour tous ces phénomènes. Et ça, c'est ce qui manque pour pouvoir progresser dans la compréhension de ces phénomènes. Donc ici, il y a tous les éléments pour tester
le fonctionnement du satellite. Et une fois que celui-ci sera intégré, on va passer dans un bâtiment qui est à côté où on va faire subir au satellite les tests d'environnement spatial, les tests thermiques qui sont très contraignants et les tests mécaniques qui représentent l'environnement du lancement. Donc on sait qu'un lancement, c'est quelque chose de très, très contraignant mécaniquement. Il y a des vibrations de très haut niveau. Et quand on est prêt, quand on estime que tout fonctionne bien, et bien à ce moment-là, on autorise le départ en campagne pour le lancement. Donc aujourd'hui, on a une proposition de tir avec un satellite d'observation de la Terre qui nous permettra, sur un lanceur Vega, lancé de Kourou en Guyane, de partir avec lui. Comme le centre de contrôle est ici à Toulouse, donc pour le tir, on sera en centre de contrôle à Toulouse et on n'assiste finalement jamais au tir de notre satellite puisque il faut qu'on soit là pour le piloter. Une mise en orbite, c'est un peu comme une naissance. Hein. Il y a le vagissement, le premier cri, il y a les choses qui doivent se déployer rapidement. Voilà, tout ça, c'est des phases critiques qui seront suivies ici. Donc, il y a des équipes qui se relayeront nuit et jour pour s'assurer du bon fonctionnement du satellite. Et ensuite, des instruments qui seront mis en route progressivement. On attend beaucoup de Terranis à ce qu'il fournisse à la communauté scientifique les données qui lui manquent pour répondre à toutes les questions qu'on se pose encore sur ce phénomène. Ça, c'est dans un premier temps. Et une fois qu'on aura bien compris les mécanismes à l'œuvre dans ces phénomènes, on pourra aborder un deuxième point qui est essentiel aussi, c'est quel est l'impact de ces phénomènes sur la physique et la chimie de la haute atmosphère. Il faut savoir que ces phénomènes, initialement, on pensait, au moment de leur découverte, on pensait qu'ils étaient très rares, très occasionnels, et donc c'était intéressant à étudier, mais qu'ils n'avaient pas, a priori, d'impact potentiel sur la haute atmosphère. On sait depuis maintenant les années 2000 que ce n'est pas du tout le cas. Il y a des milliers de phénomènes par jour, par semaine, même des dizaines de milliers, si c'est probablement pour les TLE. Et donc, c'est des phénomènes qui sont effectivement très, très fréquents. Et donc, on ne peut plus éviter de se poser la question, on est obligé de répondre maintenant à cette question, quel est leur impact réel sur la physique et la chimie de la haute atmosphère ? On sait qu'il y a des bouffées de rayonnement gamma, et ça pourrait éventuellement avoir un impact pour l'aviation civile. Donc là aussi, il y a des études à poursuivre, à mener à terme, et pour ça, il y a besoin de bien comprendre ces phénomènes. Quand on parle des orages, on pensait qu'on avait fait un petit peu le tour. Oui, c'est pas du tout le cas. Plus on a les moyens d'examiner profondément et de façon fine les phénomènes qui nous entourent, plus on s'aperçoit en fait qu'on avait juste effleuré la surface du problème et qu'il y a derrière tout un tas de questions fondamentales à se poser pour bien réellement comprendre ce qui se passe. Une fois que le satellite est lancé, il est difficile d'intervenir. Donc il est important aussi d'avoir des observations faites depuis le sol avec d'autres moyens ou d'autres instruments pour comparer, calibrer, croiser. Voilà. Ça permet, ça complète et ça confirme ce que l'on peut voir depuis l'espace. Si la mission marche bien, est une réussite, on aura beaucoup de travail pendant des années. Ce qu'on peut dire, c'est que s'il n'y avait pas de foudre et s'il n'y avait pas d'orage, il n'y aurait pas de vie sur Terre. On sait que la foudre, même si c'est un élément extrêmement difficile à prévoir, non répétitif et dangereux, fait partie de l'équilibre électrique de l'atmosphère, donc sur la Terre, et que s'il n'y avait pas ces décharges électriques qui sont les coups de foudre, il y aurait un champ électrique autour de la Terre qui interdirait toute forme de vie. Donc c'est un phénomène qui est dangereux, mais qui permet, par l'équilibre électrique qu'il réalise en continu, un champ électrique où la vie est possible. C'est un peu comme une espèce de respiration électrique et qui fait que le champ électrique est suffisamment faible pour que la vie puisse se développer et qu'on ne soit pas attiré par des plaques électriques chargées d'un côté ou l'autre qui viendraient éclater la matière en charges positives et négatives.
Donc après les centrales nucléaires, en objectif photo, maintenant ce qui serait intéressant, c'est d'avoir les fameux sprites, parce que bon, ça donne une petite difficulté technique et puis de prise de vue. Parce qu'il faut vraiment faire pousser les appareils photo vraiment en sensibilité, faire de la pose un peu plus courte. Et des points de vue assez particuliers, là il faut monter en altitude. Donc maintenant j'habite en vallée du Rhône, je suis à 1h30 du Ventoux. Donc maintenant dès qu'il y a un gros système orageux en France, Italie ou Espagne, je suis filé au Ventoux et je me pose à 1800 mètres. Et c'est parti pour tenter du sprint. Donc objectif 2018, voire 2019 si j'ai pas de chance. Le nombre de fois que je suis jamais arrêté, 7 heures non-stop.